Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Sexe, plaisir, performance. La porno, c'est de la science-fiction ou la réalité? Aujourd'hui, je reçois Vanessa Saint-Jean, une professionnelle en sexologie, puis on va démystifier un petit peu quels sont les impacts que la pornographie a dans nos vies à différents stades d'âge. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Super bien. C'est un gros sujet qu'on a aujourd'hui, qu'on va faire en 2 épisodes pour être sûr de bien couvrir le tout. La pornographie est vraiment au cœur de nos vies en ce moment. Il y en a partout, c'est hyper accessible. Si on compare avec, moi j'ai 43 ans, quand moi j'étais jeune, adolescente, la pornographie c'était pas mal moins accessible parce que fallait aller au club vidéo derrière les portes western. Tu faisais toujours beaucoup de bruit, c'était très subtil. Oui, c'est ça. C'était ça des portes western ou des rideaux en billes, là. Ouais, genre tout le monde le savait que t'étais rentrée dans cette section-là. Exactement. Puis c'est évident que, tu sais, quand t'avais 14, 15, 16 ans, ils te laissaient pas partir avec un film porno. Donc, voilà, c'était beaucoup moins accessible. Mais aujourd'hui, c'est hyper accessible. Puis on note que ça a des impacts importants dans la vie sexuelle des gens qui consomment de la porno. Puis aujourd'hui, on va faire le tour de ça avec toi. Super! Par quoi tu aimerais commencer, en fait? Peut-être me présenter pour commencer. Moi, je te connais, c'est comme, OK, c'est Vanessa, let's go, on y va. Ben oui, présente-toi, ma belle. Ouais, c'est parce que, tu sais, pour les auditeurs qui vont écouter l'épisode, pour pas qu'ils se demandent, c'est qui la madame avec les cheveux verts qui parle de porn, qu'est-ce qu'elle connaît pour parler du sujet autant que ça. Puis pourquoi ça l'intéresse autant que ça? En fait, moi, j'ai étudié en sexologie. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2011, donc ça me rajeunit pas. Je travaille comme toi, comme représentante à domicile pour faire des présentations de produits érotiques. Puis j'en profite aussi beaucoup pour utiliser cette tribune-là qui m'est donnée pour faire de l'éducation et sensibiliser les gens à certaines choses concernant la santé sexuelle. Puis quand j'ai fait mon bac de 2008 à 2011, j'avais fait un gros projet de recherche sur le domaine de la pornographie et j'étais tombée sur beaucoup d'études déjà à l'époque qui démontraient un peu les impacts sur la santé sexuelle des gens. Puis j'avais conduit moi-même une petite étude là-dessus pour voir à quel point ça avait des impacts sur les gens, des impacts souvent insoupçonnés. Puis j'ai l'impression que on pense connaître un peu la pornographie, on pense être en mesure de se dissocier plutôt de faire la nuance entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai là-dedans, mais il y a beaucoup d'impacts qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis je trouvais ça intéressant de ramener ça pour parler aussi des statistiques, puis vraiment mettre des chiffres sur c'est quoi les impacts réels, puis nommer des choses auxquelles on pense pas nécessairement. Donc, j'avais fait avec toi les épisodes sur les mythes à déconstruire au niveau de la santé sexuelle, puis les croyances limitantes. Puis j'avais nommé plusieurs fois dans ces épisodes-là à quel point la pornographie avait un impact
sur certaines de ces croyances-là. Puis je disais à la blague I blame porn, mais c'est parce que c'est ça. Je sais à quel point maintenant la pornographie a vraiment des effets pas juste à court terme, mais aussi à long terme sur comment les gens se perçoivent, comment ils vont agir en relation avec les autres, leurs attentes, à quel point ça peut forger les fantasmes des gens. Donc, c'est ça. Je trouvais ça important de développer sur ce sujet-là que je trouve vraiment fascinant. C'est fascinant, en effet. Puis, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on veut pas juste démoniser la porno, mais on veut faire en sorte que les gens puissent en consommer de façon consciente. Donc, savoir quels sont les effets que ça peut avoir, puis un peu déconstruire, justement, là, les fausses croyances par rapport à ça. Je suis certaine qu'après ces 2 épisodes-là, on va regarder la porno avec un œil vraiment différent. Probablement, oui. Donc, oui, vas-y, ouais. vas-y. Ben c'est ça, dans le fond, j'ai quand même fait pas mal de recherches là, en vue de la préparation de cet épisode-là. Donc, encore une fois, ça se peut que je lise un petit peu pour avoir les bonnes informations. Puis j'ai fait ça un petit peu sous des thématiques différentes. Donc, on va voir un peu des grandes lignes, puis on va expliquer plus en détail après. C'est parfait. Ouais. Puis la première thématique, en fait, que j'avais soulignée, c'est l'impact sur la représentation corporelle, les impacts sur les standards de désirabilité chez les gens. Donc, les acteurs et les actrices du domaine pornographique sont choisis en fonction de leur physique. Okay? Puis ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier facilement. En dehors des catégories spécifiques qui fétichisent certaines personnes, comme par exemple les personnes grosses, le standard est plutôt à la minceur. Les muscles sont bien définis, on voit des gros seins, des belles fesses bombées, il n'y a pas d'acné, aucune cellulite, c'est maquillage vrai, ils n'ont jamais le petit professionnel. bouton sur les fesses dans le porno. Mais non. Je ne sais pas comment ils font. Écoute, il y a peut-être les moyens de se permettre des bons traitements pour ça, mais ouais, c'est bien rare qu'on va voir ça sur nos écrans quand on regarde la porn. Puis après ça, ben on peut penser aussi à la taille des pénis. Donc, dans les films 3X, la moyenne des pénis mesure entre 7 et 9 pouces, alors que la moyenne se situe autour de 5,5 à 6 pouces à peu près. Puis ça, c'est vraiment la moyenne mondiale. Donc, il y a de quoi être complexé, hein, surtout pour les jeunes hommes qui sont en développement et qui veulent des points de repère pour se comparer. Durant l'adolescence, avant les premières relations sexuelles, il faut pas oublier que les garçons, autant que les filles, veulent savoir qu'est-ce qui est normal et ils vont se comparer. Et comme ça demeure un sujet tabou, puis c'est pas la majorité des adolescents qui ont des points de comparaison plus naturels, mais souvent, c'est Internet qui va servir de base de recherche. En 2025, avec Internet là, qui nous suit partout, on peut difficilement en vouloir à des jeunes qui ont accès à la pornographie en quelques secondes directement sur leur écran de téléphone. Les adultes aussi, hein, on le fait, donc c'est normal. Hein, les jeunes ont toujours la face dans leur écran, donc on peut s'attendre à ce qu'ils tombent sur du contenu. J'ai une question pour toi. Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais tu sais, pourquoi les standards sont si éloignés de la réalité si on part du principe que 60% de la population canadienne est considérée en surpoids, et je mets des gros guillemets, là, parce que, tu sais, ça, c'est vraiment d'un point de vue médical, mais tu sais, si la majorité des gens sont considérés loin de la minceur, qu'est-ce qui fait que les standards, encore aujourd'hui, dans la pornographie, mais c'est quand même la même chose dans d'autres types de productions cinématographiques aussi, là. Je sais pas si tu as la réponse. Mais... Ben, honnêtement, j'ai pas une réponse précise à ça. Je pense que quand on s'y attarde, ben, on remarque encore aujourd'hui
la diversité corporelle est plus présente. On parle plus de différents types de corps, c'est beaucoup plus accepté. On essaie d'avoir une représentation plus variée dans les médias, mais ça demeure encore malgré tout le discours prédominant que la beauté est encore à la minceur. Donc, il y a encore du chemin à faire là-dessus, malheureusement. Puis ça se prolonge dans le domaine pornographique également. Il faut pas oublier aussi que la porno va amplifier aussi tout ce qui peut être fantasmatique. Donc, si on fantasme de perfection corporelle, mais c'est sûr que c'est ça qu'on va vouloir démontrer aussi. Donc, c'est ça. J'ai pas de réponse claire, mais je pense que c'est plus une prolongation ou une extension plutôt de ce qu'on ressent encore quand on regarde les grands médias qui diffusent encore des corps plus minces, très allongés, tout ce qui est cellulite, tout ce qui est boutons, acné, corps différents, handicap, c'est pas encore représenté beaucoup. C'est ça. Puis malheureusement, il y a de la fétichisation aussi de ces choses-là. Fait que oui, il y a des catégories de porno qui sont spécifiques à ça. Les personnes avec une pilosité une pilosité excessive, des grandes personnes, des personnes avec un surpoids. Il y en a, c'est de la fétichisation, puis même des personnes en situation de handicap, là, ce qui est particulier quand même. Là. Ben, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait quand même ces catégories-là maintenant, dans le sens où ça veut dire qu'il y a une portion de l'auditoire, de la pornographie qui recherche autre chose que le standard, ou si c'est vraiment juste de l'ordre du fétiche, tu penses? J'aurais plus tendance à te dire que ça va devenir un fétiche plus que chercher à s'intéresser à ce qui est différent. Mais encore, je peux pas parler pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire, la porno, c'est beaucoup la fétichisation, l'objectification des corps. C'est pas des personnes, c'est des corps. Donc, c'est des corps en mouvement. C'est souvent ce qui se passe, c'est le scénario qui vient nous exciter. Donc, c'est sûr que dans des cas où on va voir des personnes en situation de handicap, j'ai pas l'impression que c'est par souci d'inclusivité. J'ai l'impression que c'est vraiment plus de la fétichisation. C'est ça. Puis même raciale, là, je veux dire, il y a des catégories ebony, etc., là, Asian, c'est... Ouais, donc encore là, je pense pas que c'est pour la diversité, c'est vraiment plus parce qu'il y a des personnes qui ont des fantasmes spécifiques par rapport à ces aspects-là. Je comprends. Puis comment est-ce que cette représentation-là des corps influence l'image qu'on a de nous? De quelle façon ça agit en fait sur notre cerveau pour que ça vienne jouer là-dessus? Ben, c'est sûr que plus on est exposé à des modèles corporels qui sont toujours les mêmes, plus on est convaincu que c'est le standard à atteindre pour être considéré beau ou belle. Puis c'est la même chose au niveau des parties génitales. Hein? Donc, pour les jeunes filles qui se demandent si leurs vulves sont normales, ça peut être un choc pour une jeune fille de constater que la plupart des vulves qu'on voit dans les vidéos porno ressemblent pas à la sienne. Ça, faut pas oublier aussi que les acteurs et les actrices porno peuvent avoir recours à de la chirurgie dans certains cas. Des reconstructions de la vulve, là, c'est assez commun là, dans certains pays comme type de chirurgie. Moi, je suis allée en Thaïlande il y a quelques années, puis il y avait des billboards partout. Venez vous faire refaire la vulve chez nous. C'était comme... Quand ouais, même, comme il annonçait la prochaine nouveauté au cinéma, là. Donc, ouais. Là, tu regardes ça, t'es comme, bon, OK. Je sais qu'il y a Anne-Marie Ménard de Au lit avec Anne-Marie qui a suivi cette chirurgie-là. Elle en parle ouvertement parce que, justement, elle veut sensibiliser les jeunes femmes. Puis elle disait que, dans le fond, c'était quand elle avait vu
magazine porno là, dans l'autobus. Là, les autres garçons, ils regardaient ça, puis elle avait regardé, puis elle disait « Oh my God, il n'y a rien qui ressemble à ma vulve. » Puis elle avait toujours été complexée de ça, en fait, puis elle a décidé de subir la chirurgie. Mais il reste que c'est peut-être ça un peu... tu sais, la sexualité, c'est tellement tabou puis caché que, tu sais, c'est pas comme un nez, mettons. Tu sais, je veux dire, tu sais, un nez, tu finis par voir qu'il y a plein de nez différents, tu sais, tout ça, ou une bouche. Mais la vulve ou le pénis, entre autres, ben, on n'est pas confronté à ça, tu sais, à moins d'avoir beaucoup de partenaires sexuels, mais encore là, à moins d'être en relation homosexuelle, on va voir toujours l'autre Absolument. personne. Je veux dire. Donc, on Encore n'est plus pas chez les filles. Parce que je sais pas, toi, à quel âge t'as pris le temps pour la première fois de prendre un miroir et de te regarder l'entrejambe. Parce que je parlais de ça hier justement avec mon conjoint. Tu sais, moi, je vois mon pubis, mais je vois pas mes lèvres. non. Tu sais, si je veux les voir mes lèvres, il faut que je prenne un miroir. Puis j'ai pas fait ça avant la vingtaine, moi. Mhm. Tu sais, tu fais le saut quand tu vois ça la première fois, là. Donc, c'est En pas... fait, moi, j'étais quand même assez jeune quand je l'ai faite pour la première fois, mais tu sais, j'avais, je pense, 11 ans, quelque chose comme ça. Mais OK. parce que j'avais un petit bobo, en fait, là, c'est ce qui m'a amené à aller voir là, mais tu sais, sinon, j'aurais sans doute pas regardé avant. Mais je pense que ça, c'est une chose, tu sais, les femmes, c'est long avant qu'on connaisse notre propre corps. Ouais. Donc, comment s'imaginer quand ce qui est représenté, le visuel auquel on a accès, en fait, est vraiment différent de nous. Tu sais, c'est pas comme si on s'assisait ensemble, une gang de filles, puis OK, on enlève nos bobettes, puis on regarde comment nos vulves sont faites, tu sais. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'amis de filles qui ont fait ça. Sinon, tant mieux. Écoute, des filles libérées qui vont plus loin, mais il reste que c'est ça, on n'a pas accès à ça. T'sais, les gars, c'est peut-être un petit peu moins différent parce que justement, dans les équipes sportives, ils prennent tous le douche ensemble, l'organe est externe, fait qu'ils voient quand même d'autres modèles, mais il reste que c'est ça, puis ils peuvent être complexés aussi parce que si on a quelqu'un, par exemple, qui a un pénis de sang, donc qui est tout petit au repos, à côté de quelqu'un qui a un pénis de chair, va faire « Oh my God, mais tu sais, moi, mon pénis, il est vraiment pas comme ça. Comment je vais faire pour satisfaire une femme? » Tu sais? Fait qu'il y a tout cet enjeu-là aussi là, d'éducation qui est pas là, tu sais. Tout à fait. Puis comme souvent, ben la porno, c'est accessible, c'est facile, c'est gratuit pour la plupart du temps. Les jeunes vont comme se tourner vers ça. Puis on s'entend, là, il y a l'éducation à la sexualité dans les écoles, c'est encore très minime, c'est de surface. On n'aborde pas ces sujets-là, justement, de diversité corporelle et tout ça. Donc, souvent, ben, comme c'est encore un peu tabou, puis c'est pas tous les jeunes qui sont à l'aise de poser des questions à leur famille ou à leurs amis, ben on va plus aller faire nos propres recherches sur la grande toile, puis ben ça peut donner des modèles un peu irréalistes avec lesquels se comparer. Donc ça peut définitivement créer des complexes, de l'anxiété de performance chez plusieurs personnes, malheureusement. C'est évident. C'est évident parce que c'est sûr que ça joue sur ton estime personnelle. Puis après ça, tu sais, si toi, mettons, tu penses que ta vulve n'est pas correcte, ben quand ton partenaire va vouloir te faire un cunilingus, par exemple, tu vas faire non, 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 tu sais, va pas là. Puis ça, c'est sans tout le reste là, qui est associé à que la sexualité, c'est sale ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense qu'on avance dans la bonne direction, tu sais, avec toute l'éducation qui se fait en dehors de l'école et tout ça aujourd'hui, surtout chez les adultes, un podcast comme le nôtre ou comme Sexe Oral ou plein d'autres podcasts qui parlent de sexualité. Il y en a de plus en plus, puis je trouve ça une bonne nouvelle parce que justement, on vient démocratiser ça, puis on vient désamorcer plein de fausses croyances par rapport à la sexualité. Mais il reste que si c'était fait au fil de l'enfance, de l'adolescence, tu sais, je veux dire, à plusieurs moments dans la vie d'un enfant jusqu'à la vie adulte, ben probablement qu'il y aurait beaucoup moins de problématiques
reliées à la santé sexuelle, puis à la santé mentale, en fait, qui est, qui est reliée à la santé sexuelle. Là. Absolument. Absolument. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur la représentation corporelle. Tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, puis que justement, tu sais, ils se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient sur les images de films ou peu importe. Tu leur recommanderais quoi pour être capable de transcender ça, en fait? Bien, ça dépend du problème aussi, puis à quel niveau ça atteint la personne. Chez certaines personnes, il y a des complexes qui se développent vraiment en troubles anxieux, puis ça affecte plein de sphères de leur vie. Là, c'est sûr que je vais recommander d'aller chercher plus un suivi au niveau thérapeutique. Fort probablement auprès d'un ou d'une sexologue qualifiée. Puis on a de très, très bons sexologues au Québec que je pourrais vous recommander chaudement. Puis sinon, ben, de peut-être justement aller s'intéresser à la diversité des anatomies. Il y a eu plusieurs projets qui ont été faits. Il y a des photographes qui se sont justement lancés comme projet de montrer la diversité au niveau des vulves, par exemple. Donc, il y a eu des murs de vulves dans certains musées qui ont été faits. On peut trouver ça assez facilement sur Internet. Là. Si on cherche en dehors de la pornographie, ben on peut voir là, que l'anatomie est beaucoup plus diverse que ce qu'on nous présente dans les films de fesses. Exact. Ouais. On peut en parler aussi avec notre entourage, sans nécessairement se montrer qu'est-ce qu'on a en faire un parcours de bulle, là. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, juste de dire comme, hey, tu t'es-tu déjà demandé si c'était normal ou comme, toi, c'est quoi ta relation avec ta vulve ou avec ton pénis, tu sais, c'est pas le genre de question qu'on pose souvent, mais quand on la pose, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, justement, à avoir eu des questions par rapport à ça ou des insécurités par rapport à ça, puis de voir qu'on n'est pas seul, mais ça peut être rassurant aussi. Exact, je suis totalement d'accord avec toi. En parler, c'est justement briser le silence autour de tout ça, puis Ben oui. On va se rendre compte bien vite qu'on n'est pas tout seul dans notre gang. Hein. Exact. Puis ben là, on peut peut-être parler des performances, en fait, ou plutôt l'anxiété de performance que ça peut causer chez certaines personnes. La pornographie peut donner l'impression qu'une relation sexuelle, c'est une performance plutôt qu'un moment de connexion entre deux personnes. On dirait que plus le temps avance, moins les scènes porno ont des contextes. Hein? On pense à Pornhub, qui est le géant de la pornographie, qui est d'ailleurs situé à Montréal, en passant, là, si vous ne le saviez pas, là, les bureaux de Pornhub sont à Montréal, ben oui. Donc, Pornhub, c'est comme aller dans un fast-food. On veut que ça soit prêt, rapide, que ça nous soulage de notre faim, que ce soit pas compliqué, le moins d'étapes possible, qu'on passe vite à autre chose. Puis pour certains, comme après avoir mangé un trio chez McDo, mais la consommation rapide de porno, ça peut apporter un instant de regret ou un drôle de sentiment de honte qui est comme pas clair. Tout ça pour dire que la porno qu'on trouve sur Internet, elle est destinée à la consommation rapide, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, il n'y a souvent pas de contexte, c'est juste du graphique, c'est imagé. Puis, dans une grande proportion des catégories, c'est des humains qui se servent d'autres humains pour assouvir un besoin. Donc, tantôt, on parlait d'objectification, on parlait que c'est pas des personnes, c'est des corps, ben c'est un peu ça que je voulais dire. Donc, la personne devient un objet consommable sur lequel on va relâcher nos tensions. On remarque que les scènes se déroulent généralement dans le même ordre, que la pénétration, c'est encore projeté comme la chose la plus importante et que la scène se termine généralement au moment de l'éjaculation de l'homme.
Le problème, c'est que c'est difficilement transposable dans les relations intimes où la sexualité n'est pas transactionnelle, donc dans la vie de tous les jours. En d'autres termes, on peut pas passer outre le fait qu'on a des sentiments pour notre partenaire, que parfois on habite ensemble, on doit séparer les tâches ménagères, on doit s'occuper des enfants, planifier le repas de Noël avec la belle famille dans 2 semaines, etc. Donc, on peut pas passer outre tout ce qui définit notre relation avec l'autre au quotidien comme 2 acteurs payés qui ont comme mandat d'avoir l'air le plus cochon possible ensemble. Donc, c'est vraiment 2 mondes complètement différents. Et pourtant, quand notre seule source d'excitation nous provient de ce genre de vidéo-là, ben, ça peut pas ne pas avoir d'impact sur notre vision des relations sexuelles. Dans le porno, c'est pas des couples qui s'aiment qu'on voit. Ils ont un lien purement transactionnel. Donc, qu'est-ce que ça crée tout ça à la longue? Ben, ça nous crée des attentes de performance envers nous-mêmes et envers notre partenaire. Ça forge nos fantasmes, ça détermine qu'est-ce que l'on juge normal de faire au lit, combien de temps ça doit durer. Ça rend aussi tabou nos discussions ouvertes sur nos préférences. Ça fait qu'on devient hyper conscient de soi pendant nos ébats, qu'on peut même décrocher complètement de notre propre plaisir corporel parce qu'on se met à observer et à planifier notre prochain mouvement, à s'inquiéter de ce que l'autre doit dire dans sa tête. Donc, tu sais, ça, faut en prendre conscience, là. Dans des cas plus avancés, la dépendance à la pornographie, ça peut mener à des sérieux troubles d'intimité avec leur partenaire. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à maintenir leur érection. D'autres qui ont absolument besoin d'écouter de la porno pendant ou après avoir fait l'amour avec leur partenaire. Il y a des femmes qui priorisent les besoins de leur partenaire avant le leur et qui ne vivent que très rarement ou même jamais d'orgasme à cause de ça. On sait maintenant qu'entre 22 et 28 selon les études, des femmes n'atteignent jamais d'orgasme durant leur rapport avec leur partenaire. Donc, c'est quand même 1 femme sur 4, ça, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Exact. Donc, c'est beaucoup, puis c'est évident que ça a un impact sur la relation intime parce que c'est pas des attentes réalistes de part et d'autre. Parce que là, tu sais, c'est sûr que là, on parle, tu sais, la pornographie, on la voit surtout pour le consommateur masculin, tu sais, de façon plus globale, disons. Il y a quand même des femmes qui vont consommer de la pornographie, mais je pense tu sais, souvent, j'entends des femmes qui disent qu'ils consomment de la porno. Ils vont dire, ben, je consomme de la porno, mais je consomme de la porno lesbienne parce que ça vient plus rejoindre ce que j'ai besoin de voir. Fait que le besoin est complètement différent. Puis comme tu dis, tu sais, on s'informe même plus c'est quoi le besoin, le désir de l'autre. On veut juste reproduire ce qu'on voit jour après jour dans les scènes de pornographie qui sont quasiment toutes stagées de la même façon. Puis l'autre chose, c'est que au niveau de la performance, de l'endurance, de tout ça, tu sais, il y a plein de choses qui sont stagées. C'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Je sais pas si tu l'as vu, mais sur Illico, il y a le documentaire Sex Inc. C'est 3 ou 4 je l'ai pas vu encore. Bien, ça l'explique un peu, justement, la pornographie, tu sais, justement, dans notre monde à nous, au Québec, tu sais, l'évolution, tout ça, puis ça l'explique un peu aussi toutes les tricks, tu sais, de tournage, tu sais, souvent, ils vont, justement, tu sais, peut-être amener des scènes différentes, ils seront pas dans l'ordre, un peu comme quand ils enregistrent un film. Tu sais, des fois, les scènes sont pas tournées dans l'ordre, on y va pour le côté pratique. Ben, au niveau de la porno, c'est la même chose. Fait que ça fait en sorte que, supposons, la personne, l'homme, par exemple, qui va durer, mettons, en pénétration non-stop 5 minutes, disons, puis qu'il voit que dans son vidéo porno, ben, ça dure 12-15 minutes, ben, il va peut-être se sentir inadéquat parce que lui est pas capable d'accoter ça, si je peux dire ça comme ça. Mais en fait, tu sais, ce qu'on sait pas, c'est que ça s'est passé différemment, tu sais, dans le staging de la scène, là. Absolument. C'est l'envers du décor. Quand on voit ça, ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses.
à quel point c'est vraiment un plateau de tournage, comme un plateau de film d'action, c'est la même chose. On a des réalisateurs, on a des maquilleurs, des coiffeurs, on a du décor. Des effets spéciaux. Des effets spéciaux, il y a du montage énormément. Donc, c'est pas à négliger, là. Ben, justement, tu sais, on peut en parler là, des fausses croyances là, qui sont engendrées par des attentes irréalistes. Là. Tu sais, en partant, là, justement, tu parlais de durabilité au niveau de combien de temps c'est supposé durer vraiment là, une relation sexuelle? Ben, en fait, les scènes porno doivent durer un certain temps. Puis c'est pas rare de voir un homme performer avec une érection solide pendant 10, 15, 20, voire même 30 minutes sans éjaculer. Puis à l'envers du décor, ben, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les acteurs peuvent utiliser des produits ou des médicaments qui viennent aider leur performance. Par exemple, beaucoup vont utiliser du sildenafil ou du tadalafil, plus communément connu sous les noms commerciaux de Viagra et Cialis, pour maintenir les érections. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est pas supposé d'être le cas, à moins qu'on ait vraiment une affectation médicale qui fait qu'on doit prendre ces médicaments-là. Mais si on est en parfaite santé, c'est pas supposé d'être la norme de prendre ces médicaments-là pour avoir une érection. Puis à cela, ils peuvent combiner d'autres produits comme des inhibiteurs d'éjaculation, comme des crèmes ou des sprays engourdissants pour le pénis. Donc, ça, on en vend chez Eros, on en retrouve. Puis certains reçoivent littéralement des injections intracaverneuses au niveau du pénis. Donc, carrément une seringue dans le pénis. Puis souvent, ce médicament-là qui va être injecté, c'est un mélange de 3 molécules qu'on appelle le trimix. Et c'est pour obtenir une érection qui est instantanée et qui dure au moins une quinzaine de minutes. Puis aussi, comme dans n'importe quel film, la durée du produit consommé est bien loin plutôt de la durée réelle de tournage qu'il y a eu. Donc, les scènes sont rarement tournées d'une traite. Il y a des interruptions qui permettent aux acteurs de se repositionner, d'ajuster l'éclairage, de donner à l'acteur le temps de se reposer, de se réhydrater. Puis c'est le montage final, en fait, qui va donner une illusion de continuité. Donc, pareil comme dans un film d'action, ben une petite scène d'action qui va durer 3 à 5 minutes, mais en réalité, elle a peut-être pris des jours à tourner, puis il y a eu du montage, il y a eu des coupures, etc., des retouches maquillage. Donc, c'est la même chose du côté du porno. Donc, c'est ça. Faut pas oublier qu'on est sur un plateau de tournage, que ces gens-là sont entourés de caméramans, de décors, des lumières, des capteurs de son. Donc, c'est pas un contexte habituel où la seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la personne avec qui on vit le moment. Dans la vraie vie, la durée moyenne d'une relation sexuelle avant l'éjaculation tourne plus autour de 3 à 7 minutes. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on observe. Puis, ça aussi, ça peut causer des complexes, comme tu disais, là, si quelqu'un se compare au niveau de sa performance. Puis d'ailleurs, même Nicolas Lafleur, qui est le président de Pégase Productions, qui est une entreprise de contenu pornographique québécoise réputée, a dit « La pornographie ne remplacera jamais l'éducation sexuelle et ce n'est pas fait pour les mineurs. » Ben justement, parce que les mineurs n'ont peut-être pas cette capacité-là de nuancer, de comprendre la différence entre la fiction et la réalité. Ben, en fait, c'est ça. C'est que si on compare, comme tu disais tout à l'heure, un film d'action, tu sais, il y a bien des choses qui sont irréalistes dans un film d'action, puis on est capable d'avoir le discernement de dire c'est un film. Tu sais, mais dans la porno, c'est peut-être plus difficile de dissocier ça parce que justement, ça vient stimuler peut-être autre chose, justement, tu sais, que de visionner un film d'action. Puis, contrairement à un héros de film d'action, par exemple, ou, tu sais, mettons, je vais prendre Superman, ben on sait très bien qu'on n'est pas capable de faire ce que Superman fait, tu sais.
Tandis que la pornographie, ben, on va peut-être avoir envie de reproduire ce qu'on voit parce qu'on se dit, ben, il est capable, moi aussi. Comment ça, moi, je pourrais pas le faire? Puis, ça amène aussi, tu sais, que tu le disais tantôt, l'emphase est beaucoup mise sur la pénétration, mais je connais pas le pourcentage exact, mais la majorité des femmes n'ont pas d'orgasme à la pénétration. Tu sais, l'orgasme va être en stimulant le clitoris, pardon, externe. Donc, si c'est pas véhiculé, ça non plus, ben souvent les partenaires masculins vont mettre l'emphase sur la pénétration, mais puis là, ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont pas capables de donner l'orgasme à leur partenaire. Ben, Ouais. tu touches pas ces bons pitons, man. Oui, exactement. Puis ça, on en avait parlé justement dans l'épisode sur les mythes. Mhm, Le clitoris, c'est comme le pénis, mais sur le corps féminin. Donc, mhm, si on essaie de donner du plaisir à une personne qui a un vagin et une vulve sans toucher au clitoris, c'est comme si on essayait de donner du plaisir à une personne qui a un pénis sans toucher à son pénis. Comme exact. oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire autour, mais ça reste que c'est l'organe du plaisir du côté du corps féminin. Donc, puis ça, ben, c'est pas représenté tant que ça. Comme oui, des fois, il y a des scènes de cunnilingus, mais quand est-ce que tu vois la femme atteindre son orgasme? Moi, j'ai pas vu ça souvent, à moins bon, peut-être plus dans la catégorie lesbienne, là, ou plutôt femme avec femme, mais Mhm, encore là, souvent c'est très exagéré, puis c'est les techniques utilisées, c'est très intense, ça peut être même violent dans certains cas. Puis dans la mhm. réalité, c'est pas la majorité des femmes qui aiment ce genre de stimulation-là au niveau de la vulve, là. Ben, l'autre chose aussi, c'est que dans la porno, la fille est toujours prête. Elle est toujours Mhm. super bien lubrifiée. Ouais. Tu sais, elle est easygoing à faire n'importe quoi. Dans ta chambre à coucher, ça se peut que ce soit pas ça. Tu sais, ça se peut que ta partenaire elle ait besoin de plus de stimulation mentale et physique, corporelle avant de pouvoir avoir une pénétration, par exemple, tu sais. Donc, puis peut-être qu'elle va avoir besoin de lubrifiant, on ne le sait pas, là, tu sais, je veux dire, tout dépendant des personnes, mais il reste que toute cette préparation-là, euh, elle a comme disparu un peu, je trouve. Tu sais, on saute tout de suite au plat principal, puis on espère que ça va faire l'affaire, mais c'est parce que surtout les hommes souvent sont stimulés visuellement. Donc, tu sais, ils Ouais. vont voir leur partenaire, ils vont la trouver belle, ils vont, tu sais, mettons, elle se déshabille, tu sais, ça va les exciter, tout ça. Donc, tu sais, ça va se rendre tout de suite. Mais la femme, c'est différent. La majorité du temps, pas tout le monde, mais tu sais, la majorité du temps, on va avoir besoin de se sentir désiré, de se sentir aimé avant de, tu sais, pouvoir lâcher prise, puis s'abandonner à une relation sexuelle, puis vraiment en profiter, tu sais. Parce que le Mhm. but dans tout ça, c'est que les deux soient satisfaits, tu sais. C'est l'idée, c'est vraiment d'amener ce moment de complicité-là, de communication, de connexion dans le couple. Ouais. Puis, tu sais, c'est ce qu'il n'y a pas, en fait, tu sais, dans la porno, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas vraiment de connexion. Comme tu disais, c'est des corps Non, qui se servent de d'autres corps, puis c'est ça. mais à la limite, ça pourrait être une poupée gonflable, puis ça fait la même affaire, tu sais. Ouais, mais ça projette en fait que l'excitation féminine se fait aussi automatiquement que l'excitation masculine. L'excitation Hmm. masculine, elle est presque automatique, si on peut mettre ça entre guillemets, parce que l'érection, on la voit tout de suite. On le sait que son Mhm. corps est prêt pour la pénétration. La lubrification, ça prend souvent plus de temps, ça prend plus de préliminaires. Euh, donc ça, ben, c'est clairement pas montré dans les films porno. La femme est déjà prête à la pénétration, elle a déjà été bien lubrifiée préalablement à la scène. Donc, il n'y a pas besoin de s'attarder là, à faire des préliminaires. Ça peut passer direct à la pénétration. Mais dans la vraie vie, une jeune personne, justement, qui en est à ses premières relations sexuelles, n'aura pas nécessairement cette conception-là, puis va peut-être faire du mal à sa partenaire féminine en essayant d'aller trop Mhm. rapidement, en passant par-dessus les préliminaires. Donc,
C'est ça. C'est la porno, c'est pas de l'éducation, puis il faut le nommer, ce genre de truc-là. Un autre point qui est important aussi à nommer, c'est qu'on voit pas vraiment de condom dans les films porno. C'est vrai. Premièrement, les acteurs professionnels, on sait qu'ils doivent passer des dépistages fréquemment pour pouvoir continuer de travailler. Alors, tant mieux, parce que si dans leur domaine, on dit que en fait, les gens du domaine, c'est les gens les plus souvent testés, donc qui sont le moins à risque d'avoir des infections transmissibles sexuellement. Mais dans la vie de tous les jours, on se fait pas tester aux 3 semaines. Donc, Non. donc, c'est ça. Pour eux, c'est plus facile de ne pas utiliser de condom. Puis il y a aussi le fait que comme l'éjaculation, c'est le point culminant des scènes porno, ben on veut bien la voir, on veut la mettre en lumière. Point bonus si ça se termine au visage de l'autre personne. Ça, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Mais c'est pas possible si l'acteur porte un condom. On s'entend, là, il pourra pas faire un facial à l'autre personne. Donc, l'impact potentiel que ça peut avoir sur les consommateurs, c'est de voir le condom négativement, voire même de refuser d'en porter. Donc, qui dit pas de capote, dit aussi plus grand risque de contracter des ITSS ou de vivre une grossesse non désirée. Puis après ça, tant qu'à parler d'éjaculation, on peut parler aussi de la fameuse éjaculation féminine, la fameuse squirt, le saint graal du plaisir féminin et du fantasme masculin, si on se fie au site 3X. Donc, l'éjaculation féminine, c'est pas un mythe, là, ça existe, mais est-ce que ça ressemble nécessairement à ce qu'on voit dans les vidéos? Non. Encore une fois, les actrices porno ont recours à des trucs bien précis pour donner des scènes de geysers humains, comme je les appelle. Dans les faits, une éjaculation féminine, ça ressemble plus à un liquide un peu plus visqueux et blanchâtre produit par les glandes de Skene, S-K-E-N-E. Puis la quantité peut être très variable, passant de quelques gouttes à 1 litre de liquide. Donc, ça change vraiment d'une personne à une autre. Puis de ce qu'on voit dans les vidéos, ce qu'on connaît sous le nom de squirting ou de gushing, c'est plutôt le résultat d'une vessie qui se vide. Donc, pour arriver à produire autant de liquide et le propulser aussi loin, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que les actrices boivent énormément d'eau pour avoir la vessie pleine, même qu'elles doivent boire pendant le tournage. Donc, ça, évidemment, on verra pas ça à l'écran. Donc, il y a du montage, il y a des coupures à travers ça, des interruptions de réhydratation. Puis, c'est pas forcément de l'urine concentrée qu'on va voir, mais plus une surcharge d'eau qui est expulsée par la vessie, provoquée par une pression interne sur la vessie qui est située tout près du point G. Donc, autrement dit, on vide la vessie en appuyant dessus via le vagin. Donc, c'est ça qu'on voit à l'écran. Puis, pour les hommes... C'est que, tu sais, souvent, parce qu'ils vont dire, mais non, mais tu sais, c'est clair, puis tu sais, ça ressemble pas à de l'urine, puis tout ça, c'est que, tu sais, l'actrice, elle va aller uriner avant, mais comme elle boit beaucoup d'eau, et que la stimulation sexuelle, ça augmente la circulation dans le sang, fait que là, les reins travaillent pour faire sortir, mais il y a rien à nettoyer puisque, tu sais, c'est juste de l'eau. Donc, la vessie va se remplir plus rapidement, puis c'est là que ça va donner lieu à des geysers. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est majoritairement de l'eau. La vessie n'a pas eu le temps d'accumuler des déchets, là, donc c'est pour ça que c'est pas jaune, c'est pas le premier pipi du matin là, qu'on voit. Là. Non. C'est vraiment juste la vessie qui se vide de l'eau qui a été ingérée de façon très rapide aussi. Là. Puis comme pour les hommes, il y a du montage. Donc, qu'est-ce qui peut sembler être une éjaculation féminine qui en finit plus de finir? Ben, c'est en fait un montage de plusieurs petits moments raboutés ensemble. Exact. Donc, au final, l'impact que ça a, c'est que beaucoup de femmes se sentent complexées de ne pas être en mesure de recréer ce genre de scène-là pour leur partenaire au lit. Et que dans beaucoup de cas, c'est le partenaire masculin qui souhaite à tout prix faire squirter sa partenaire féminine, comme dans les vidéos, en étant persuadé que ça va lui procurer l'orgasme le plus ultime
comme simulent les actrices, finalement. Mais dans les faits, par exemple, tu sais, oui, ça peut se produire en même temps que l'orgasme, mais c'est pas ça qui va faire qu'on a un orgasme plus intense ou, tu sais, mais oui, dans les faits, un peu comme l'éjaculation puis l'orgasme de l'homme, ça peut arriver en même temps, mais faut pas nécessairement penser que ça vient toujours ensemble parce que on peut squirter, puis pas avoir un gros orgasme, ça peut être juste une petite sensation de rien du tout. C'est que ça prend tellement un grand lâcher-prise pour squirter comme ça parce qu'on perd le contrôle sur une partie de notre corps, en fait. C'est un peu ça. Que, il y a comme une libération, mais ça veut pas dire que l'orgasme est si intense. Mais visuellement, pour le partenaire masculin, ben, c'est comme, oh my God, tu sais, je l'ai eu, là, tu sais. J'ai bien fait ça. C'est ça. C'est ça. En réalité, éjaculer ou squirter, ça veut pas, c'est pas automatiquement synonyme d'orgasme chez la femme. Puis, il y a une grosse proportion, en fait, des femmes qui ne sont pas du tout adeptes de la stimulation du point G. Donc, désolé, messieurs, si on brise votre bulle aujourd'hui, mais c'est ça. C'est pas parce que dans les films, la fille a l'air de triper que il faut penser que toutes les femmes aiment cette stimulation-là. Il y en a que oui, il y en a qui adorent la stimulation du point G et il y en a d'autres que pas du tout. Donc ça, ben, il faut communiquer avec sa partenaire, lui demander qu'est-ce qu'elle aime. À la limite, allez vous essayez de stimuler cette zone-là, mais si vous voyez qu'elle se tortille et qu'elle aime pas ça ou qu'elle vous dit ah non, j'ai l'impression que je vais faire pipi au lit, ben peut-être arrêter puis ayez une bonne conversation là-dessus après, avant de recommencer là. Question Oui, de puis tu respect. sais, je dirais à ces femmes-là aussi, tu sais, de peut-être mieux diriger leur partenaire, mais pour ça, il faut se connaître, tu sais. Donc, tu sais, ça a l'air un peu niaiseux, mais tu sais, il faut découvrir notre corps d'abord et avant tout, puis après, avec l'aide d'une autre personne, ben on peut aller découvrir d'autres sensations, tout ça. Mais si on ne sait pas ce qu'on aime, ben ça se peut qu'on soit déçu si on laisse l'autre faire sans le guider, tu sais. Donc, c'est important aussi de guider notre partenaire, autant pour l'homme que la femme, dans un ou peu importe là, la configuration, là, mais que les deux partenaires puissent se guider l'un et l'autre sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui leur fait du bien, parce que c'est pas tout le monde qui est super expressif non plus, donc des fois, il faut parler. Tu sais, il y a certaines personnes que ça se dit pas un mot pendant le temps qu'ils font l'amour, mais peut-être que justement de communiquer ce qu'on aime, est-ce que ça, non, tu sais, ou des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, moi, j'ai un clitoris bien discret, tu sais, il est bien tranquille, puis, ben, mon partenaire, il était juste à côté, ben, tu sais, j'y ai dit, là, non, va un petit peu plus haut, tu sais, parce que si j'y dis pas, là, pauvre Yob, il travaille, mais il n'arrivera jamais à rien. C'est ça. Donc, tu sais, c'est important de le dire. Faut pas être gêné, tu sais, parce que la personne, elle sait pas, là, tu sais, tout dépendant, justement, tu sais, on n'est pas toutes faites pareil. Exact. Si, par exemple, son ancienne partenaire avait un plus gros clitoris vraiment visible, tu sais, tout ça, puis que là, il le trouve pas, pour lui, tu sais. Il est bien déconcerté, mais tu sais, c'est ça, en connaissant notre corps, ben c'est plus facile d'aller dire à notre partenaire, hey, regarde, non, comme ça, ou plus doux, ou moins doux, ou tu sais, c'est. Puis surtout dans les premières fois qu'on fait l'amour, tu sais, quand ça fait 20 ans, peut-être que tu as moins besoin d'explications avec le même partenaire, mais dans les débuts de relation, je pense que c'est important de bien communiquer ce qu'on aime, là, tu sais. Tout à fait. Puis, pour faire un lien avec le thème de l'épisode, de ne pas se fier à ce que vous voyez dans les films porno, parce que ça se peut que votre partenaire, dans la vie réelle, c'est vraiment pas ce genre de truc-là qui l'intéresse et qui lui fait plaisir. Donc, il n'y a rien de mal à regarder de la porno, là. C'est vraiment pas ça le but là, de l'émission. C'est plus de dire, ben, prenez pas ça comme un modèle à recréer ou prenez pas ça comme un patron pour vos propres relations intimes parce que vous risquez d'être déconnecté de votre relation avec l'autre et de pas être à l'écoute de ses réels besoins. Donc, c'est important de toujours communiquer, là, comme tu dis.
Ben, ça, c'est clair. C'est la base, en fait. Si on va avoir une connexion avec notre partenaire, ben, il faut communiquer, puis dire qu'est-ce qu'on se sent confortable ou pas. Puis, tu sais, la porno, c'est du divertissement, en fait. Tu sais, moi, j'appelle ça de la science-fiction, mais c'est ça, j'appelle ça de la science-fiction parce que le lien entre les réalités et ce qu'on voit, tu sais, est vraiment différent. Fait que si on la consomme en toute connaissance de cause, en conscience, ben, on peut avoir du plaisir à consommer de la porno seul ou même en couple. Tu sais, des fois, ça peut donner des idées. Des fois, ça peut être, hey, on l'essaye-tu? Puis finalement, il l'essaye, puis non, tu sais, c'est pas... parce qu'on prend juste, par exemple, les positions du Kama Sutra. Tu sais, on sort de la porno pour aller dans le Kama Sutra, mais il y a bien des positions dans le Kama Sutra que tu fais, mais comment physiquement c'est possible, tu sais, qui arrive à une pénétration de cette façon-là, tu sais. Donc, c'est un peu la même chose, tu sais. Ça peut donner envie d'essayer des choses, ça peut mettre du piment peut-être aussi dans certaines relations qui sont tannées de faire toujours la même chose, mais il faut être conscient que ça se peut qu'on n'arrive pas au résultat, tu sais, qu'on voit à l'écran, là. Exact. Bien dit. Écoute, Vanessa, on a fait le tour des premiers thèmes. On va se rejoindre dans un prochain épisode parce qu'on a tellement de choses à dire encore. Ouais. Fait que merci déjà pour avoir abordé ces thèmes-là. J'espère que les auditeurs, auditrices ont eu du plaisir à nous écouter. Puis rejoignez-nous dans le prochain épisode. Absolument. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.